C'est bon. Bonjour, moi je suis Charline Branelec, je suis enseignante et membre du réseau RESF. Je suis enseignante en collège et c'est à ce titre en fait que j'ai été moi, parce qu'effectivement c'est une situation qu'on ne peut pas forcément soupçonner, même si de par les différentes actions, ça commence à se savoir localement, nationalement aussi, parce que c'est pas un problème propre au Havre. Et donc, je rebondis de suite sur le côté, c'est pas forcément facile d'être au courant parce que justement, c'est une situation que les familles et les enfants ne vont pas crier sur les toits. Le repérage de ces situations-là peut être assez difficile. Et ce qu'on essaie de faire, alors, il y a plein de points à aborder, c'est justement depuis quand et comment. Donc là-dessus, il faut me recadrer parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. On essaie de repérer justement ces familles en créant un lien éventuellement en étant à l'affût des éventuelles informations. On commence à être un réseau qui a repris vie en fait sur le Havre depuis 2023. De par les connaissances de chacun et chacune. Est-ce qu'il y avait moins d'enfants ou c'est parce que... Pourquoi ça a repris vie ? Bonne question. La Christelle, par contre... Moi, je suis Christelle Talbot. Je suis enseignante dans le premier degré sur Bléville. Et donc, on a remis en action le réseau Éducation sans frontières il y a 3 ans et demi. Suite à justement des enfants à la rue c'était sur l'école de Bléville d'ailleurs. Et donc on a remobilisé sur cette question-là il y a 3 ans et demi, ouais. Et puis depuis, on s'aperçoit que ça va en s'aggravant, puisque là effectivement maintenant on est à 71 enfants recensés. Donc, ce qui veut dire qu'on peut se dire qu'il y en a un peu plus, ce qui représente une 30aine de familles. Voilà. Alors, notre action, en fait, à nous, c'est pas de monter... l'action du réseau Éducation sans frontières, c'est pas de monter des dossiers pour aider les familles à obtenir des droits, etc. En fait, c'est un réseau de mobilisation, c'est-à-dire qu'on est auprès des établissements, donc premier degré, second degré. Et donc, on aide les enseignants de l'école, de l'établissement, à mettre en place des actions pour protéger ces enfants et les familles. Donc, ça peut aller on va rencontrer les enseignants sur leur lieu de travail et voir avec eux et avec elles ce qu'on peut faire par le biais de pétitions, on donne des contacts, voilà. Et puis, on va au niveau local, à l'échelle de la ville, on prend contact avec la mairie, avec la sous-préfecture. On essaie de mener des actions auprès du conseil municipal ou, comme on a fait en décembre, une contre-vitrine de Noël pour essayer effectivement d'informer, parce qu'on s'aperçoit que quand on rencontre les gens nous disent « mais c'est pas possible, dans notre ville, avoir des enfants à la rue, ça paraît à peine croyable à l'heure actuelle ». Donc voilà. Après, donc c'est une question qui est quand même très politique, et notamment actuellement, avec le durcissement vers l'extrême droite. Et donc, et la mairie aussi durcit énormément son discours, c'est-à-dire que la dernière rencontre, c'est quand même une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que c'est pas notre problème, c'est le problème de l'État, et nous, on ne peut rien faire pour ces enfants. Il faut quand même rappeler qu'on signe la Déclaration universelle des droits de l'enfant, et où dedans c'est stipulé quand même que le droit à l'éducation, le droit à l'hébergement sont des droits inconditionnels, donc qui sont bafoués et dans notre ville et dans notre pays pour le coup. On est
Donc, depuis cette année, la sous-préfecture ne nous reçoit plus. On demande des rendez-vous et on n'est plus reçu. Voilà. Et donc, on est effectivement en lien avec un collectif national parce qu'il se passe des actions dans beaucoup de villes. C'est parti de Lyon avec le collectif Jamais sans toi, où, quand c'est possible, il y a des occupations d'école ou des occupations de gymnase. Comment un enfant peut inscrire à l'école alors que ses parents sont en situation irrégulière? Peut-être rappeler aussi ça. C'est-à-dire que comment ça se fait, parce que ça c'est souvent un truc que j'entends de parents, mais comment ça se fait, comment ça se fait que les gamins sont identifiés alors qu'ils ne sont pas connus d'aucun service? Par quelle voie ça rentre? Comment les enfants peuvent rentrer à l'école, être inscrits à l'école sans être connus de personne? En fait, ils amènent leur papier. Ça te paraît évident, mais j'entends souvent. Ouais, enfin, ils viennent avec déjà le certificat d'inscription de la mairie, et puis les papiers qu'ils ont dans leur pays d'origine, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent avec le livret de famille, la carte d'identité, voilà, qu'ils ont. Donc ils peuvent s'inscrire à l'école sans être inscrits ailleurs. Ah oui. Ah, oui. Tu dis ah oui, mais c'est une évidence parfois qu'il faut bien rappeler. Oui. Et il faut lutter parce qu'il y a effectivement des endroits où... il y a des choses parfois qu'il faut rendre visibles. C'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un droit pour les enfants de pouvoir s'inscrire, même si les situations des parents sont dans une catastrophe. C'est important de le rappeler quand même. Oui, d'accord. On est souvent sur des évidences. On est dans notre bulle. On a des évidences parfois qui ne le sont pas, surtout en tant que parent. Parce que moi, cette question-là, souvent, comment c'est possible que les parents soient totalement... alors que les gamins sont à l'école? Bon, en tant que parent français, c'est simple. Ça paraît assez évident, mais ça ne l'est pas. Justement, à ce titre, ce n'est pas l'inscription dans les écoles qui pose problème. L'inscription éventuellement... dans les lycées commence à poser problème pour les mineurs non accompagnés, mais pour les enfants qu'on rencontre dans l'élémentaire et dans les collèges, le souci de l'inscription ne se pose pas. Par contre, ce qu'on constate actuellement, c'est que ces enfants sont renvoyés à la situation administrative de leurs parents. Christelle mentionnait tout à l'heure le fait que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Jusqu'ici ou jusqu'à récemment, on avait le sentiment d'être entendu lorsqu'on évoquait les cas de ces enfants. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que systématiquement, c'est pas les droits des enfants qu'on est censé respecter. Ces enfants ont, notamment, c'est le discours qu'on a pu nous opposer à la mairie ou à la sous-préfecture lors des dernières rencontres. On nous renvoie systématiquement à la situation des familles qui sont souvent en cours de démarche, qui ont pu être déboutées, mais qui sont encore souvent dans des recours. On sait que ça devient de plus en plus compliqué. Et justement, le discours par rapport à la réalité de ces enfants à la rue devient... avant, on entendait les parapluies s'ouvrir, c'est pas de notre faute, c'est l'État qui met pas les moyens en place pour que les places en hébergement soient suffisantes, en hébergement d'urgence. Et maintenant, c'est il y a bien une solution, c'est de séparer ces enfants. Si vous souhaitez qu'on fasse respecter le droit de ces enfants, la seule solution, ce serait de les séparer de leur famille. On en arrive à des discours de ce type, en fait. Monsieur Lecoq, c'est quoi l'ambiance au conseil municipal quand il y a ces sujets-là? Ces sujets-là, puis les autres, mais je crois que c'est vrai qu'il faut d'abord partir de l'humanité, enfin des questions humaines. Dans les questions humaines, la France, elle a fait la leçon, je le dis volontairement avec des mots comme ça, elle a fait la leçon au monde entier. Elle a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et a dit que le monde entier doit la respecter. Elle est devenue universelle, c'était la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est partie prenante à la Déclaration des droits de l'enfant, elle est partie prenante aux déclarations des droits des femmes, elle est partie prenante et a dit au monde entier, ce sont nos valeurs. Et on propose au monde entier de partager nos valeurs sur les... partons de là. Ce sont nos valeurs.
Et donc, si on applique nos valeurs, et c'est la seule chose que demande le réseau Éducation sans frontières, dans nos valeurs, il y a le fait qu'on doit pouvoir soigner les gens quand ils sont malades. Ça s'appelle l'aide médicale d'État, mais ça fait partie de ce qu'on a signé dans les conventions internationales. Et il y a le fait que le droit à l'éducation, pour les enfants, c'est un droit imprescriptible. Et que l'on peut s'inscrire à l'école, même si on est dans l'illégalité sur tout le reste. On peut s'inscrire à l'école. Parce que justement, c'est ce droit-là. Et le droit à un toit fait partie aussi des droits imprescriptibles. Et le nombre de familles sans toit chez nous, indépendamment des enfants, etc., c'est impressionnant quand même. Et un logement digne, c'est-à-dire pas insalubre, etc. Un logement digne, droit imprescriptible. Bon, on voit bien qu'on est dans une situation où le droit n'est pas respecté dans notre pays sur une multitude de sujets. Et tout à l'heure, on en a abordé. La question des enfants à la rue, telle qu'elle est abordée, et ce que je vais vous dire, c'est vous qui me l'avez appris dans nos échanges, mais telle qu'elle est abordée sur l'idée de faut un abri le soir. C'est-à-dire, la sous-préfecture a dit, mais j'ai ouvert un gymnase, j'ai ouvert une salle, il n'y avait personne à la rue. Donc, j'ai fait mon travail d'État, j'ai protégé les gens, etc. Mais un enfant qui va à l'école, qui n'a pas d'adresse vis-à-vis de ses copains, dans sa classe, etc., qui n'a pas d'endroit pour travailler, pour laisser, ne serait-ce que laisser ses affaires, quelque part, dans un endroit permanent, c'est pas ce qu'il leur est proposé. C'est-à-dire qu'ils ne savent jamais à quel endroit ils vont être le soir, est-ce qu'ils vont être quelque part et à quel endroit, est-ce que ça va être dans les familles solidaires, parce qu'il y a ça aussi, pour éviter que c'est heureusement qu'il y a la vie associative et la solidarité, d'associations caritatives, etc., qui viennent aussi accompagner des familles, les héberger, etc., qui un jour peut-être seront considérés dans l'illégalité, la façon dont on voit dériver notre société française. Mais j'espère que non. Et donc, même s'ils sont hébergés, même s'ils sont au chaud, même s'ils sont dans une famille pour une nuit ou 2 nuits, ils ne peuvent pas se poser. Et un enfant qui ne peut pas se poser pour faire ses études, pour travailler les apprentissages, pour exister dignement, c'est un sujet. Et quand on l'explique à la mairie, on nous répond, c'est pas de nous, c'est l'État. C'est valable pour tout ce qui est médical et tout, c'est l'État et tout, alors qu'on peut avoir des réponses communales, mais c'est facile de dire c'est l'État. Et puis 2, c'est la sous-préfète, on a compté, il n'y en avait pas. Alors, vous vous rappelez les réponses qu'on a eues. On a compté, il n'y en avait pas dans la rue. Il y en avait 0. Sauf qu'il n'y en avait pas dans des situations décentes. Et c'est tout le travail qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'en fait, à ces familles-là, il faut un logement. À ces familles-là, il faut un hébergement normal. Je le dis comme ça. La question, est-ce qu'il y a des logements de libre au Havre ou est-ce qu'il n'y en a pas de libre au Havre ? Oui, il y a des logements de libre au Havre. Il y a même des endroits où les logements sont tellement libres parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas y habiter. Parce qu'ils se sentent ici en insécurité, ici dans un inconfort, c'est pas attractif, etc. Ces familles-là, elles demandent un toit. Et un toit et puis un environnement solidaire, qui n'est pas forcément un environnement de grande classe, mais solidaire, c'est important. Parce que quand vous êtes déjà en difficulté, que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes déraciné, que vous avez fui une guerre, que vous avez fui le climat, que vous êtes... un environnement solidaire, ça fait du bien, quoi. C'est humain. Et donc, on demande ça, et les moyens existent. Alors, l'État ne veut pas engager... sous prétexte que pas de papier, etc., engagés dans les logements sociaux, et la ville qui pourrait court-circuiter. Parce que c'est la particularité dans notre pays, c'est que les communes, il y a plein de sujets où elles n'ont pas la compétence, parce que c'est l'État, etc., mais où elles ont le droit d'intervenir, parce qu'elles sont ce qu'on appelle la compétence générale. Et donc, il n'est pas interdit à une commune d'intervenir sur les questions de santé, d'embaucher des médecins pour soigner les gens. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas sa priorité, c'est l'État qui doit soigner, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit à une commune de dire je réquisitionne 30 logements et je les mets à disposition des familles et des enfants pour pas qu'ils soient à la rue, etc. Ce n'est pas interdit. C'est de la responsabilité de l'État, mais ce n'est pas interdit à une commune de le faire.
Donc c'est ça le combat qu'on a à faire. C'est qu'à un moment donné, localement, puis après la commune, elle se retourne en direction de l'État en disant, moi, si c'est des questions financières, j'ai financé ça, mais il faut me rembourser. Je l'ai fait à votre place. J'ai fait en lieu et place. Les communes qui disent, je soigne les gens, j'embauche des médecins pour soigner les gens parce que c'est mal fait, et donc je fais le boulot à la place, ça ne leur coûte pas énormément, parce que la Sécu, elle rembourse à la commune les prestations de médecins, etc. Et donc, c'est seulement que la commune elle prend la main et elle assume au service de sa population. Et nous, on demande ça. C'est-à-dire que dans les combats, c'est ça. C'est la commune, elle doit avoir cette action humaine. Et si elle ne veut pas l'avoir toute seule, c'est une façon de faire. Elle associe toutes les associations qui existent sur le territoire. Mais ça, ici, ils ne savent pas faire. Alors là, il faut les former ou les faire partir. Mais ils ne savent pas faire. Associer un réseau et dire je suis aussi dans le réseau et ensemble on cherche des solutions pour essayer que les gens vivent mieux, les gens vivent en harmonie avec le territoire, avec leurs voisins, etc. Bon, c'est ce qu'il faut faire. On est dans une ville dirigée par peut-être l'un des plus grands libéraux de notre pays en ce moment. Ils sont quelques-uns, mais je dis un des plus grands. Et donc, évidemment, ce n'est pas sa culture du tout. Et il l'assume comme étant, ce n'est pas sa culture, de manière générale. Donc, il faut... voilà, on sait à qui on a affaire, au moins c'est clair. C'est ce qu'il dit. C'est pas sa culture quand vous dites ça. C'est pas sa culture, on lui a proposé... Ça se voit, mais... Dernier conseil communautaire, on lui a dit... les médecins de SAGEO, embauchez-les comme médecins. Vous avez le droit de les embaucher médecins publics plutôt que de laisser 5000 personnes sans médecin. Il a rappelé qu'il était pour la médecine libérale, etc. Donc, quand je dis que ce n'est pas sa culture, c'est qu'il l'assume. Il est droit dans ses bottes sur son schéma de société. Et il nous dit, mais la société que vous défendez, ce n'est pas la mienne. Ah, d'accord, voilà. Mais ça a l'avantage d'être clair. Au moins, c'est. L'avantage d'être clair. Voilà, on n'a pas de sujet là-dessus. Et donc, le combat, semble-t-il, il faut qu'il est compliqué. Mais heureusement qu'on a le réseau qui existe, parce que le réseau permet les alertes. Au moins, un enseignant, il sait à qui s'adresser, quoi. Quand on se retrouve en situation d'avoir un gamin et qu'on identifie qu'il n'a pas de chez lui, qu'avec sa famille, c'est pas clair. Et c'est vrai que les familles. Et souvent, les familles très en difficulté, ce n'est pas celles qui se manifestent le plus. Et donc, c'est valable pour toute famille en difficulté. Ce n'est pas celle qui se manifeste le plus. Et donc, il faut aller titiller, il faut essayer de trouver les choses. Et moi, je suis inquiet sur l'évolution de notre pays et des forces politiques et des idées. On a vu comment étaient traités les gens qui accueillaient les migrants et qui les nourrissaient et qui les hébergeaient dans la montagne, etc. On a vu, ils étaient judiciarisés, maltraités. Il faut garder vigilance pour pas que les associations comme Réseau Éducation Sans Frontières, qui œuvrent au service des enfants et au service de ces familles-là et de l'éducation, se retrouvent pas demain dans la situation d'être aussi à leur tour judiciarisés parce qu'ils viennent en aide. Voilà. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière sur Mayotte. Sur le droit du sol, sur ces lois qui commencent à changer complètement notre modèle de société et notre rapport aux droits de l'homme et aux droits des enfants. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet. Ce qui avait été médiatisé avec Cédric Hérault, notamment aussi dans le sud-est de la France, là où il avait fait passer des clandestins. Je ne cite pas de nom, mais je pense à lui. C'est ça. Ouais, c'est bon, ça, oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais moi, je donne pas les noms. Hier, il y avait un goûter solidaire. Comment ça s'est passé ? Donc oui, justement, je voulais revenir parce que donc on a deux types d'actions. On a des actions au niveau du réseau et puis des actions sur des écoles, sur des groupes scolaires. Donc au niveau du réseau, effectivement, on essaie là de mener la bataille pour qu'on puisse héberger les familles dans les logements de fonction. Parce que sur les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a des logements de fonction qui sont vides. Voilà. Et donc, on essaie de les recenser et justement, ce sera peut-être un combat qu'on pourra mener ensemble. On a réuni il y a 3 semaines un certain nombre d'associations, le Secours populaire, les Restaurants du Cœur, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, etc., pour pouvoir échanger et voir ce qu'on pouvait faire ensemble.
Et donc, là, on essaie d'obtenir des rendez-vous auprès des bailleurs sociaux, parce que, comme vous le disiez, effectivement, il y a des logements, par exemple à Alcéane, qui sont libres et que personne ne veut aller là-bas. Et donc, on va essayer de voir si c'est pas possible de pouvoir mettre ces logements à disposition de ces familles. C'est où là-bas, quand vous dites c'est là-bas je sais pas, on nous a dit que c'était dans des endroits où personne ne veut y aller. Voilà, personne n'a envie d'aller. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment un combat qu'il va falloir qu'on mène au niveau du conseil municipal et au-delà ensemble. Et puis au niveau des écoles, donc sur le groupe scolaire Paul Éluard sur Bléville, donc on est à 6 familles, donc ce qui représente 13 enfants qui n'ont pas de logement fixe, qui dépendent du 115. Ce que je voulais rajouter sur ces familles, parce qu'elles ne font pas de bruit, mais par contre, les enfants, ils sont là tous les jours à l'école, à l'heure, comme il faut. Voilà, s'il y a besoin d'une sortie, ils ont tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment des familles qui s'engagent pour que leurs enfants puissent suivre le plus possible normalement leur scolarité. Et d'ailleurs, une des grosses difficultés pour ces familles, c'est que quand elles sont hébergées, par exemple à la FFD sur Cocrioville, ou bien sur le phare près du stade Océane, ou par la Solidarité, eh bien, il faut le matin pouvoir revenir sur son école ou son collège de quartier, et les transports ne sont pas gratuits. Et ils ont intérêt à avoir des titres en règle, parce que c'est aussi là qu'on les contrôle et qu'il y a un basculement pour eux. Donc, par exemple, nous, sur l'école, on organise des collectes pour pouvoir payer le titre solidaire de transport aux enfants et à leurs parents. Mais même à cet endroit, la mairie pourrait faire quelque chose, par exemple. Ah ben, oui. Non, mais ouais. ça paraît anecdotique, un titre de transport. Ouais, ça veut dire, oui, c'est 12,50 €. Je pense que si là, l'État, la question de l'État, pas l'État, là, ce serait quand même assez simple. Je ne sais pas quelle somme ça représenterait, mais enfin, je ne pense pas que ça ruinerait la ville du Havre de payer ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le jeu de si on fait ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ne sont pas dans cette situation-là? Je crois que c'est le maire de Rouen qui a fait ça. Et il s'est fait insulter parce que justement il y avait cette question sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça, où il a fait ça, et sur les réseaux sociaux il s'est fait lyncher, alors je sais pas par qui, peut-être par la fachosphère certainement, mais de se dire oui, mais il y a quand même des gens, et en même temps sur le fond c'est pas forcément, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, parce que c'est pas donné quand même un ticket de transport sur le Havre, qui n'ont pas les moyens, et qu'il y a aussi cette conflictualité malheureuse de mettre en concurrence, on en revient sur cette question-là, des gens qui n'ont pas le sou. Et il y a aussi cette question-là finalement. Mais la question quand même de se dire la mairie peut utiliser, là, ça ne va pas ruiner la ville du Havre, voilà, quand même. Bon, moi, je suis pas forcément dans votre. Moi, je suis pour la gratuité des transports. Oui, moi aussi. Mais... Donc déjà, avec la gratuité des transports, j'aurais pas le problème de savoir qui paye pas, personne paye. On a tellement mis la pression qu'on a enfin obtenu quand même que les classes, donc les écoles, puissent maintenant se déplacer dans le Havre quand ils vont dans des structures municipales et tout, gratuitement. C'est Édouard Philippe l'a mis en place, il dit c'est grâce à moi, mais si on n'avait pas mis la pression, ce serait peut-être pas encore arrivé, puis il l'avait pas mis en place avant qu'on mette la pression. Donc c'est un gain, mais un CCAS, puisque c'est son rôle, c'est la mairie, hein, mais c'est le rôle des CCAS, de tenir compte de la réalité d'une situation, qu'elle soit financière ou autre chose, pas forcément financière, CCAS, même si c'est une action sociale, mais ça peut être quelqu'un qui à un moment donné rencontre une surdifficulté, et qui ne peut pas l'assumer. Et le CCAS, il examine la faisabilité d'une aide à ce moment-là, et le CCAS pourrait le faire. Mais leur problème, parce que c'est ça, ils ont un problème, c'est qu'ils n'en veulent pas de cette situation-là. Donc ils ne veulent pas l'aider. Parce que pour eux... Appel d'air, non? C'est ça qu'ils disent, j'ai entendu parler, c'est ça?
Et donc, s'ils commencent à aider sous un angle, Ils vont dire, ils vont tous radiner. bah ouais, c'est ça. Et donc, c'est heureusement qu'il y a les associations caritatives ou les associations d'entraide qui peuvent accompagner aussi sur des tickets ou des choses comme ça, voire des habitants, voire des gens qui accompagnent. Oui, parce que ça paraît, c'est vrai, vu la somme, alors je ne sais pas combien, vu le nombre de familles, c'est rien du tout. Enfin, alors que pour les familles, c'est presque insurmontable pour elles. Oui, donc, et puis, salut. Et puis, donc je disais, il y a des actions au niveau de la ville, du réseau, et puis aussi sur les écoles. Donc, par exemple, là, sur l'école Paul Éluard, hein, donc, on essaie de monter une action un peu collective avec les parents d'élèves. Donc, on a organisé un goûter solidaire en novembre. Donc, pour informer, donc le goûter solidaire, on demande aux parents de pouvoir d'apporter des gâteaux qu'on partage à la sortie de l'école. Et puis, les parents peuvent faire un don, voilà. Et nous, ça nous permet de pouvoir échanger avec les parents d'élèves et leur expliquer la situation parce que effectivement, ils ne savent pas et en général, ils tombent des nues. Moi, c'est un moment que je trouve très constructif parce que, en fait, on s'aperçoit que quand on va échanger avec les gens, ça lève beaucoup de rancœur, de colère, moi je suis ma situation elle est pas mieux, etc. On n'a pas ça en fait. C'est-à-dire que on arrive à se dire si on aide une situation, ça va aussi peut-être améliorer la mienne. Enfin voilà. Et donc il y a une solidarité qui s'est mise en place sur l'école. Voilà, donc on a récupéré une certaine somme après qu'on resépare sur les familles. On a refait un goûter solidaire donc hier. Donc celui-ci, c'était pour appeler à une action de mobilisation vendredi prochain à 16h30 devant la mairie annexe de Bléville. Dans le même temps, les parents ont rencontré l'élu du quartier, Monsieur Prévost, et donc qui leur a notamment dit mais pourquoi pas les logements de fonction, ça ne mangeait pas de pain. Donc voilà, donc on fera remonter la liste des logements vacants et c'est pour ça que je disais qu'on aura sûrement des choses à faire ensemble pour le conseil municipal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Tu voulais préciser peut-être Je voulais juste revenir sur une des réponses de la ville en fait qui se cache derrière les. Enfin, voilà. La ville argumente qu'elle n'ira pas contre la loi. Ce qu'on peut rétorquer nous, c'est justement là les moyens qui sont mis en place, à savoir la mise à disposition d'un gymnase dans les quartiers sud lors des plans grand froid, qui n'est pas une solution qui correspond du tout aux besoins des familles et des enfants, parce que c'est une solution précaire, parce que c'est une solution que les familles essayent d'éviter, parce que c'est un lieu qui n'est pas adapté aux enfants, pas adapté aux familles. Il y a souvent des faits de violence, il y a des événements assez dramatiques qui s'y déroulent. Lors du dernier plan grand froid, il y a eu un décès, des bagarres au couteau, etc. Enfin bon, c'est clairement pas un environnement qui juste adapté en fait à des enfants, ni à quiconque d'ailleurs, ni à quiconque. La ville répond que voilà, ce qu'elle a à faire, elle le fait. Ce qu'on a à répondre et à constater nous, c'est que ces enfants sont mis en danger. Au niveau de leur santé physique et en danger au niveau de leur santé mentale. Ça a été évoqué tout à l'heure. Comment peut-on se développer dans de telles circonstances, dans de telles conditions, avec des points d'interrogation quotidiens sur où est-ce que je vais dormir ce soir. On avait l'air de dire tout à l'heure que ces familles trouvaient quand même des solutions, aussi ponctuelles soient-elles, mais non, c'est vraiment pas toujours le cas. On a nombre de familles qui finissent
par dormir dans les abribus ou dans des garages. Voilà. Et le hall de l'hôpital aussi, qui les accueille. Donc, on vous passe les détails sur les horaires, hein, parce que il faut arriver tard et partir super tôt. Enfin, bon, c'est aussi ça, la réalité de la vie de ces plus de 70 enfants sur le Havre actuellement et de cette trentaine de familles. Et voilà, concrètement, on a des solutions à proposer, à faire remonter, comme la réquisition des logements. Mais il faut aussi qu'on mette les pouvoirs publics face à leurs responsabilités, parce que, en fait, tout ce qu'on veut éviter, c'est qu'un jour il y ait un drame parmi ces familles-là. Et s'il n'y a pas de drame, c'est quand même pas des solutions satisfaisantes. On ne peut pas cacher cette situation et la planquer sous le tapis. En fait, c'est pas possible. Merci pour ces précisions. Avez-vous des questions? Ah oui, madame a une question. Bonjour. Moi, je suis Véronique. Je participe avec mes camarades au réseau Éducation sans frontières. Elles ont dit beaucoup de choses. Je voulais juste insister sur un ou deux aspects. Je voulais insister sur ce que disait Jean-Paul par rapport au danger de notre engagement. En fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans notre engagement, c'est que depuis 2 ans et demi qu'on a créé, qu'on a revitalisé ce réseau qui existait, qui avait été monté il y a 20 ans dans la ville, et bien petit à petit, il s'est constitué, il s'est consolidé. On a un réseau vraiment qui est très, qui couvre en fait la plupart des écoles et des établissements. On est très nombreux aux réunions, ça ne désemplit pas. On a un engagement en effet qui est assez varié, hein, vous l'avez dit, à travers les actions, etc. Et puis dès qu'on a en fait des collègues qui sont concernés de près par une situation de famille en détresse, on a une réception de la part de notre corps de métier qui est vraiment solidaire. Voilà. Donc pour l'instant, tout cela nous engage vraiment à continuer, même si on est un peu dans l'impossibilité. Enfin, on sent bien qu'on a une impuissance en termes d'action, mais on multiplie les actions cependant. En fait, on ne reste pas l'arme au pied. On a, dans les dernières actions qu'on a réalisées, on a eu la presse, une couverture médiatique assez intéressante, assez importante, ce qui nous permet aussi de faire pression quand même, malgré tout, sur la mairie. On a aussi contacté la défenseure des droits, donc on a aussi un autre levier pour essayer d'agir pour ces familles. On agit également pour le respect du droit à l'éducation, parce que le droit au logement, évidemment, c'est le droit, c'est la chose la plus essentielle pour une vie digne par rapport à nos élèves. Mais on a aussi des élèves à qui on refuse une scolarisation, ce qui est totalement normalement illégal. On a également des élèves qui n'ont pas accès au français langue seconde, en fait, aux heures en fait, de français qui leur sont dues, parce que tout à l'heure on parlait en effet des AESH et des ULIS, mais alors les UPE2A, donc les structures qui sont faites pour les élèves allophones, c'est pareil, exactement le même peut-être même pire, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de moyens, de moins en moins de professionnels à la tête de ces structures, et donc les gamins, ils ont droit à un nombre d'heures, mais en vérité, on les pousse dehors pour faire la place pour ceux qui arrivent derrière. Donc en fait, ils n'ont pas accès à leur nombre d'heures de français langue seconde. C'est vraiment une situation extrêmement dégradée. Donc on agit également pour le droit à l'éducation. Voilà. Donc je voulais juste insister sur le côté quand même, le fait qu'on a malheureusement une situation qui, ça tu l'as dit Charline, qui est identique sur tout le territoire. Donc il faut qu'on continue à être mobilisés, parce que cette situation, il y a également beaucoup de collectifs un peu partout. Alors il y a quand même des mairies qui obtiennent, pour lesquelles ça se passe mieux. Enfin, nous, c'est aussi un peu pour ça qu'on continue à espérer, parce qu'il y a eu on a des exemples où il y a des réquisitions de logements, où en effet, parce que nous on a rencontré la mairie, des représentants de la mairie en décembre. Je vous assure, le discours qu'on nous a tenu, ça a été non, on ne fera pas d'efforts pour ces familles parce que ce serait de l'appel d'air. C'est-à-dire que c'est vraiment un discours d'extrême droite, clairement d'extrême droite. On ouvrirait la porte, en effet, pour tous les sans-papiers qui viendraient évidemment tous se loger au Havre si jamais on commençait à en accueillir un ou deux. Donc c'est vraiment...
quelque chose qu'on veut dénoncer et on veut continuer justement à se mobiliser pour essayer d'avancer contre cette politique en espérant qu'on trouvera d'autres leviers. Voilà. Ça va rejoindre un petit peu la question de tout à l'heure. Tu disais comment. Pour le coup, moi je pense que tu parles de l'extrême droite. Ces enfants, si on les laisse à la rue, c'est pas pour rien, je pense. Et le souci, c'est qu'on est tellement démunis à gauche dans nos luttes actuellement qu'on se retrouve à vouloir être partout en même temps. Et moi, je pense qu'il nous manque des victoires. Est-ce que des enfants qui ne seraient pas à la rue ne seraient pas l'une des plus jolies victoires en soi ? Parce que c'est quand même, on va prendre ceux qui sont les plus démunis dans des situations les plus précaires. Et pour moi, c'est toujours par là qu'il faut commencer dans nos luttes. Excusez-moi, j'ai toujours un peu de mal à parler en public. Donc premièrement. Et deuxièmement aussi, la méthode. On se retrouve, le réseau ROSF, ça fait des années que vous êtes en lutte avec une mairie. Et le résultat, c'est une mairie qui se radicalise à l'extrême droite. C'est une horreur. Est-ce que c'est pas aussi nos méthodes ? Les manifs, c'est bien, mais on est de moins en moins. On ne peut pas participer vraiment, on vient, on aide, mais il n'y a pas de lieu de parole, de lieu. Est-ce qu'on n'a pas abandonné un peu le fait d'occuper des lieux ? Le fait de se réapproprier l'espace public qui est public, quoi. Il est à nous, normalement. Est-ce qu'il n'y a pas des espaces de radicalité à retrouver qui sont vus comme de la radicalité et qui, pendant longtemps, à gauche, étaient vus comme la normalité ? Est-ce que les couples, on manifeste devant ? Est-ce qu'on la bloque ou est-ce qu'on refait l'école ? Elle est à nous, là, pendant une semaine, on manifeste, on fait de l'éducation populaire, on s'occupe de parler de nos problématiques, on prépare de repas, c'est la cantine gratos pour tout le monde, et on organise la lutte pour l'ensemble de l'année. Moi, je me dis, il y a peut-être dans la méthode aussi des choses à réfléchir. Et voilà, moi, je pose aussi la question de la méthode. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que, sans beaucoup d'originalité, on revienne à des bases ? Voilà. Et je sais que c'est compliqué parce que c'est de plus en plus difficile de le faire. Attention, c'est pas pour faire la leçon, on est les premiers à ne pas le faire parce que c'est compliqué. Hein. Je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que tu as employé le mot rapport de force. Il y a quelques années, oui, je crois que c'était avant le Covid, justement sur cette problématique des enfants à la rue, c'était sur les mineurs isolés. Pardon. Sur les mineurs isolés, on a amené une action. Un soir, on est arrivé, on l'avait préparé avec les personnels de l'école des Beaux-Arts, et on est arrivé avec les mineurs isolés, on a occupé l'école des Beaux-Arts. On a tenu 2 heures. On était 150 devant la porte. Malgré tout, le quartier était bouclé, et on a décidé, par respect, y compris par rapport aux mineurs isolés, parce qu'il y a cette question-là aussi, par rapport aux familles, par rapport aux enfants, et par rapport aux mineurs isolés, je ne porte pas jugement sur les actions, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce sont des enfants, quelquefois très jeunes. Et lorsqu'on les emmène dans des actions, on sait très bien ici quoi, pour des raisons politiques, volonté politique, on peut les mettre en danger par rapport à la police. Et ça, c'est quelque chose qu'on discute entre nous, et il faut savoir jusqu'où on peut aller. Et là, cette histoire-là, les Beaux-Arts, on a été expulsés à l'amiable, on a négocié avec les flics, mais on a obtenu que tous les jeunes soient hébergés pendant quelques temps à l'Armée du Salut. Donc, l'action n'était pas négative, mais on ne l'a pas renouvelée. Et puisque j'ai juste une question par rapport aux questions économiques, politiques. Ce n'est pas une question économique si la mairie ne donne pas de logement. Ils auraient les moyens. On va avoir un superbe port de croisière, là. Marseille, on ne veut plus. On parle de centaines de millions d'euros. Là, c'est plus la Jacques Vabre, mais c'est un autre truc. La mairie va financer. C'est une question politique. Comme sur ces questions-là, il y a un mot derrière tout ça. Ce sont les OQTF. On en entend beaucoup parler actuellement. Obligation à quitter le territoire français. Et je vais être rapide. En 2004, quand on a lancé le réseau Éducation sans frontières, c'est parce que les flics venaient chercher, la police, venait chercher les enfants dans les écoles pour les expulser avec les parents. C'était là l'origine du truc. On s'est mobilisé et pendant des années, on a réussi, à force d'action, à ce que, sur la ville du Havre, il n'y ait plus de familles expulsées avec des enfants dans les écoles. Mais au fur et à mesure
de l'extrême droitisation et des politiques menées, y compris par tous les gouvernements. Manuel Valls, il n'a pas été dans un gouvernement de droite à l'époque. Donc il a amené une politique. Ils ont mis les OQTF en place. Il y en a plus de 100 000 en France. On est le pays en Europe qui délivre le plus d'OQTF. Et on est le pays où il y a le moins d'expulsions. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, quand on balance une OQTF à une famille, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont plus de place dans les centres d'hébergement. Et on les jette à la rue. C'est ça l'objectif. Pourrir la vie des gens pour des raisons politiques. Ce qui fait que nos familles dont on a parlé tout à l'heure, les enfants, mais ils sont dans un ni-ni-ni-ni. Pas de droit au logement, pas de droit à la santé. Heureusement, il leur reste le droit à l'éducation, mais pas le droit de travailler. Mais ils savent très bien, ce gouvernement, imaginez, demain, dans la situation actuelle, des charters où on va balancer des centaines de gosses pour aller au Mali, au Tchad, etc. Ils ne peuvent pas faire ça. En plus, ils peuvent pas le faire au niveau économique. Parce qu'à Réseau sans frontières, on avait calculé, bon, c'est un truc un peu macabre, je m'en excuse, on avait calculé le coût d'une expulsion. 3 fonctionnaires de police, l'avion, machin, c'est plusieurs milliers d'euros. Les places en centre de rétention, c'est plusieurs milliers d'euros. Et si tout cet argent qui est gaspillé pour virer les gens ou les mettre en centre de rétention était utilisé pour obtenir... C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et pour obtenir des logements décents, eh bien, je suis sûr qu'on serait presque à la limite bénéficiaire sur ces questions-là. C'est ça qu'il faut expliquer sur cette histoire des OQTF. Parce que ça y est, tous les OQTF, ah bah oui, c'est les délinquants, c'est machin, ça. Non, ce sont des familles. On leur balance une OQTF tout simplement pour les virer des centres d'hébergement et pour les remplacer par d'autres migrants dont tu parlais, les plus précaires. Voilà.